catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Mesdames, messieurs, épisode 83 du Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous sommes le 17 octobre, la semaine du 17 octobre. Et avant de débuter, j'aimerais, au nom de toute l'équipe du CIM, tous les collaborateurs et tous les membres qui nous suivent, les auditeurs, donner nos sincères condoléances à notre ami Jean-François Kelly, qui a le chagrin d'avoir perdu son père il y a quelques jours. Alors, on est de tout cœur en pensée avec toi, JF. Aujourd'hui, sur l'épisode 83, on va faire la deuxième partie des meilleurs combats de ta vie. C'est quoi le meilleur combat que tu as aimé? On a plusieurs invités. Nous aurons Chase Ironside, Philippe Leclerc, Ben Cossette, Jeff Rassett, Lufisto. Alors, il y en a plusieurs. Même Laurent Del Prato de la Belgique va nous donner son combat. Mais avant, à la demande générale, plusieurs personnes voulaient savoir comment ça s'était passé notre week-end à Albany, alors qu'on était là en octobre pour Bound for Glory. Alors, j'ai voulu rejoindre notre ami, mon partenaire, Handsome JF. On écoute ce résumé de Bound for Glory. Il y a quelques semaines, nous étions à Albany, New York, pour Bound for Glory. Et comme j'ai écrit à Marco Chouinard, parce que lui était vraiment déçu quelques jours après Bound for Glory qu'on n'en ait pas parlé sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs. Mais comme je lui ai écrit, on n'est pas à plein temps là-dessus. Donc, il y a des fois où on enregistre quelques émissions d'avance, dont celle de Simmania. Mais cette semaine, on va en parler et j'ai mon partenaire au bout de la ligne, au bout du fil. Je mélangeais les deux ensemble. Handsome JF, comment ça va, partner? Hey, ça va bien, toi, Blondin? Toujours. Ça va bien. Ma femme est en retraite. Give me a hell yeah! What? Fait que, regarde. Il reste juste moi là, à travailler fort pour le reste de mes jours. Est-ce que je parle bien à Mr. Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958? Self-proclaimed legend. Bon, là, on est dedans. On est dedans. Écoute, Handsome, Marco Chouinard et possiblement d'autres personnes ont sûrement vu les résultats de Bound for Glory, de Impact. Mais j'espère qu'ils ont commandé l'événement aussi. Ben ça, écoute, s'ils ne l'ont pas fait, j'espère qu'ils vont le faire pour le prochain. À un moment donné, suivez-nous, là. On ne fait pas ça pour rien, nous autres, là. Exactement. Qu'est-ce que tu as retenu de ton week-end à Albany, New York, à part la photo de moi nu que tu as presque pris? Presque nu. Écoute, je vais aller de façon chronologique. Là. J'ai pris des petites notes. Là. Je vais faire un résumé rapide là, du voyage, là, si ça ne te dérange pas, Marc. On est partis le jeudi, nous autres, ensemble, pour arriver d'avance, étant donné que le show était le lendemain, le vendredi. Dans la Sim Machine. Oui, exactement. On arrive le jeudi, puis... évidemment, Blondin est en forme pour aller prendre un verre. Puis finalement, quand c'est le temps d'aller prendre un verre, ben, il s'endort.
Donc, Hanson GF a des contacts à Impact Wrestling, parle avec son ami Daniel Spencer, le meilleur arbitre de la business, celui qui me donne toutes les infos. Le meilleur gars que je peux pas avoir de mon côté à Impact. Une chance qu'on l'a, lui. Incroyable. Incroyable. Fait qu'écoute, il me dit, je suis arrivé, viens me rejoindre, prendre un verre, je descends. Puis, avant de descendre, j'ai une image à côté de moi. Marc Blondin, dans toute sa splendeur, qui dort, flambant nu, mais on voit quelques morceaux de peau. Écoute, il y a une photo qui sort de tout ça. Mais je n'étais pas flambant nu, là. Non, monsieur! J'avais quand même les boxeurs, là. Ça, mais écoute, mais on va penser qu'on dort dans la même chambre, tout nus, tous les deux, là. Arrête, là. Non, mais écoute, s'il le faut, la photo se retrouvera sur la page du site, là, si on a beaucoup de demandes là-dessus. Non. Tout ça pour dire que je descends rejoindre Daniel au bar et je croise Ross Foreman, qui est le VP Relations Médias, mais c'est lui qui joue le rôle de Doc Ross, le Dr. Ross à la télévision d'Impact, qui me demande où est ton partenaire? Mais justement, étant donné que toi, tu joues le rôle d'un docteur, est-ce que c'est normal, quelqu'un qui a l'air de ça? Et Ross a adoré ta photo. Il m'en a même reparlé le lendemain. Mais ça, c'est fin de la parenthèse. Donc, je suis allé prendre une bière avec Daniel Spencer, Palpal Georges. C'est un ami Dewey qui est là, celui qui s'occupe de tout ce qui est montage du ring, un gros fan de l'Avalanche du Colorado. On a jasé beaucoup d'hockey ce soir-là, étant donné que moi, je suis un ancien fan des Nordiques qui lui a récupéré notre concession. Tout ça pour dire que je me couche pas trop tard, peut-être 11h30, minuit, et Marc dort dans toute sa splendeur. Écoute, le lendemain, on se réveille, Marc est en top shape, après 14 heures de sommeil, et faut dire, Handsome, faut être quand même transparent, puis dire que je sortais d'une tabarouette de grosse grippe, là. Fait que... Oui. Ben écoute, à Nashville aussi, t'as dormi beaucoup, puis il n'y avait pas de grippe. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, si tu veux mettre ça sur le dos de la grippe, c'est correct, Marc. Je t'obstinerai pas là-dessus. Moi, c'est drôle parce que quand je voyage avec d'autres personnes qui sont plaisantes, j'ai le goût d'aller prendre un verre avec eux autres. Ça, c'est chier! C'est plus que chier! On dirait que quand t'es là, j'ai le goût de dormir. Ah, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être moi le problème dans l'histoire. Écoute, le lendemain, on se lève, on s'en fait un petit tour au gym. Marc, qui s'en va courir son 1000. Tu cours un 1000 d'habitude? Ouais, ben, parce que je filais pas bien. Tu te souviens, je t'ai même dit que j'avais des étourdissements, mais j'ai quand même couru 20 minutes, là. Oui, exactement. Puis dans le gym, écoute, on croise Tommy Dreamer qui s'en vient s'entraîner, donc ça laissait présager qu'il y avait sûrement quelque chose sur la carte le lendemain, parce qu'habituellement, c'est seulement un agent, un producteur, Tommy Dreamer. Puis il y avait Laredo Kid qui était là sans son masque. Et Marc ne l'a pas reconnu, évidemment, parce qu'il n'avait pas son masque. Écoute, ça pour dire, après, on se déplace vers le building où on allait avoir le show. Un building qui date, là. Est-ce que tu te rappelles de la date? 1890. 90, exactement. Le Armory. Washington Armory, exactement. Et le meeting est à midi. Et tous les boys sont là. On se fait saluer. On est bien reçus. On s'est même fait applaudir. Ben oui, Scott D'Amore commence son meeting en nous mettant over, en disant que les commentateurs francophones sont là. Donc, sérieusement, c'est le fun pour nous autres parce qu'on n'est pas là comme par eux, même si on n'apparaît pas nulle part dans aucun script puis ils nous rajoutent à la mitaine. Scott D'Amore, quand on est là, il a l'air content vraiment qu'on soit là. Puis ça, c'est grâce à ta relation avec lui. Là. C'est sûr que ça nous aide. Exact. Puis écoute, ensuite, le meeting se termine. On assiste à tous les meetings qu'il y a là, qui parlaient des matchs, de la Battle Royale. Ensuite, on parlait des producteurs match par match. On est resté assisté à tout ça parce que les commentateurs anglophones sont là avec nous. Ça nous donne de l'information. Ça nous donne de l'inside. Donc, après, dans l'après-midi, on se prépare à la table. Marc reste avec nous. Il nous fait l'honneur de rester à la salle avec nous toute la journée. Des belles discussions avec notre chum PCO. Pas mal dans la journée. Puis ce qui est le cool, PCO, il m'a demandé mon avis souvent dans ces séquences qu'il devait faire dans son match. Fait que je trouve ça vraiment cool en tant que lutteur lutteur pas aussi important qu'eux autres, mais qui a lutté depuis longtemps, qui viennent me demander mon avis. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mais ça. Moi, dans l'après-midi, ce qui m'a marqué, c'est, tu sais, on parlait de Bully Ray, là, qui était là. Ouais. Tu me disais, il est reconnu pour être pas fin. Puis même moi, j'avais entendu qu'il était pas super gentil. Puis
Carl, on en parle à PCO, puis il nous dit « Ah oui, je le connais bien, peux-tu nous le présenter? » Il nous le présente. Le gars, il était une soie. C'était fin, nous autres, il n'a pas été fin. Mais, gros sourire, bonne poignée de main, et resté un peu avec nous autres quelques minutes pour jaser. Vraiment cool. Ah, il était super sympathique. Ça a comme brisé l'image que moi, je m'étais fait, ou que, tu sais, des fois, on entend parler « Ah, il est ci et ça ». Peut-être que si on ne l'avait pas connu par PCO, il aurait été bête, mais écoute, c'est ça, avoir des contacts dans la vie, donc il faut s'en servir. Ouais, on a vu Raven aussi de proche, les cheveux pas mal plus gris que dans le temps. Ouais, moins de volume. Il est magané, Raven. Il avait l'air très, 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 très magané, je trouve. On a regardé sa bio, il approche 60 ans. Fait que c'est sûr que tu as lutté pendant 40 ans, tu arrives à 60, c'est sûr que le body il doit commencer à être magané un petit peu. Là. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, je complète, là, je vais pas prendre trop de temps, là, je complète. J'ai nos amis Tom Hannifan puis Matthew Raywald qui ont été encore super fins avec nous autres. J'ai échangé beaucoup d'informations avec Matthew Raywald, surtout au niveau des prises de finition des lutteurs. Pour qu'on ait l'air sharp. Moi, je veux qu'on soit aussi bon que les Américains, sinon meilleur. Ouais. Au niveau intensité, puis au niveau intensité, couleur, c'est sûr qu'on les bat. C'est ça, mais au niveau couleur, ça, j'ai pas de problème. Mais c'est étant donné qu'on fait pas régulièrement leur show, moi, je veux toujours être d'avoir le bon nom des prises de finition. Justement, je suis allé demander à Jessica Havoc, parce que dans le meeting, là, on savait pas comment appeler sa prise de finition, puis nous, on savait qu'elle allait gagner le match. Donc, j'étais allé la voir backstage, puis elle était super contente. Merci de prendre le temps de faire les choses correctement. Fait je pense que notre relation avec les lutteurs, ça s'améliore de plus en plus. Puis je pense qu'ils apprécient qu'on soit là. Puis on est là pour les mettre over, dans le fond. Là. On est rentré à peu près à 11h30 le matin, puis on est sorti à peu près à 23h30 le soir. Oui, exactement. Mais puis, c'était pas un voisinage alléchant pour aller prendre une marche ou fumer un cigare dans l'après-midi, mettons. Non, c'était un petit peu délabré, en effet, là, les buildings placardés. On était loin de l'épiphanie, mettons. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Ah, écoute, c'était pas champagne comme à l'épiphanie, là, ça c'est sûr. Hey, je vais terminer, j'ai une anecdote pour finir, puis après, écoute, je veux saluer notre ami Basil Beasy, qui prend toujours des bonnes photos de nous autres. Puis, je vais terminer avec une anecdote. Le show termine, puis 11h30, on est en train de parler en français. Moi, toi, PCO, je pense Pat Laprade est là. Puis t'as Raj Singh, qui est un lutteur d'Impact, qui est un gars du Canada, qui est de Calgary. Moi, je pensais qu'il était de Toronto, puis PCO m'a dit qu'il était de Calgary. C'est un joueur de hockey, le gars. Puis moi, il m'a fait la farce de la soirée. Il est passé à côté de nous autres, puis il me disait en anglais, il dit « Hey, les gars, je vous écoute. » Puis on dirait que je suis en train d'écouter RDS. Je l'avais trouvé très bonne répartie de notre chum Raj Singh, qui est un gars qui nous apprécie beaucoup. Écoute, je termine le match de la soirée pour moi, mais j'en ai deux. C'est sûr que la finale, l'intensité qu'il y a eu là-dedans, Josh Alexander contre Eddie Edwards, très, 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 très bon match, très solide match, mais c'est sûr que j'ai un penchant pour le match de Mike Bailey contre Frankie Kazarian. J'avais dit à notre ami Guillaume Lafrançois dans la presse, quand il a fait son article, que Kazarian était vieux et qu'il était encore très, très, très capable de suivre, puis il l'a encore montré à Bound for Glory, qui est encore un des tops. Il est capable de suivre le champion de division, capable de tout faire ce que les autres font. Donc, ça résume en gros, là, écoute, j'y étais en rafale, mais en gros, y a-t-il des trucs que j'oublie, Blondin? Comment il s'appelle, le commentateur américain? Fanahan? Hannifan, Tom Hannifan. J'ai de la misère à retenir ce nom-là, Hannifan. Et lui a déjà travaillé pour la WWE. Puis je sentais, moi, j'ai pas la même... t'es plus proche d'eux autres que moi. Et j'avais mon livre, Soyez-y, mesdames, messieurs, qui était destiné à PCO. Je l'avais sur la table. Et je suis allé lui montrer la photo avec le géant. Parce que lui, je sais pas, je chantais que lui avait fait WWE, puis je trouvais qu'il était froid avec moi. Puis je voulais lui montrer que moi aussi, puis même le Drama Queen, ça, Drama...
Drama King, c'est un homme. Drama King, quand j'ai Matthew parlé, il me Raywald. posait beaucoup de questions sur le géant. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça le fun d'avoir l'opportunité de leur montrer que j'avais du vécu puis j'avais travaillé pour ces fédérations-là. Fait que je me suis servi de mon livre. Et d'ailleurs, T'as ce bien fait. livre-là que j'ai remis, dédicacé à notre ami PCO. Oui, ça a été un beau voyage. Toi, tu m'as laissé là le matin. Tu es parti avec ton chum Laprade. Puis, Ouais, mais toi, t'avais des ambitions de magasinage, puis de refaire le monde, là, puis d'arriver écoute, plus tard chez toi, là. moi, quand je vais aux États-Unis puis je conduis, faut que j'arrête au Cracker Barrel déjeuner. Fait que ça, je l'ai fait. Je suis allé acheter mes petits bottillons que je voulais. Ben oui, les belles petites bottes, là. Que je porte d'ailleurs aujourd'hui au studio PG International. Et je suis allé visiter mon ami Gilbert Delorme du côté du lac Champlain aux États-Unis. Il est super bien installé. Fait que j'ai étiré mon voyage. Je suis arrivé à la maison vers 17h. C'était parfait. Parfait. Hey, tu me fais penser à quelque chose qu'on a oublié de parler, là. On part en voyage, là, je reviens en arrière, là. Ouais, les douanes. Et Blondin, son auto est loadé de bière et de morceaux pour sa Mustang. Fait que là, il faut que tu expliques aux douaniers pourquoi j'ai autant de bière dans l'auto et pourquoi j'ai des morceaux de Mustang. Mais attends un peu. Pourquoi j'ai des morceaux de Mustang? Parce que c'est sur la rive sud où je les achète. Puis là, je ne vais pas sur la rive sud souvent. Et la bière, ben, j'en amène des caisses pour les vendre. Et là, j'ai manqué de temps. J'ai pas été capable d'aller livrer. Fait que on arrive avec au moins 48 canettes de bière aux douanes. Et puis là, je baisse ma fenêtre puis je dis au gars, ben, c'est notre consommation personnelle. Puis vas-y, continue. Oui, c'est ça, consommation personnelle. Puis ensuite, il nous a demandé qu'est-ce que vous en allez faire là-bas. Quand on lui a parlé de lutte, on dit qu'on s'en allait faire Impact. Lui, il était plus sûr d'Impact. Là, j'ai dit, ça s'appelait TNA à l'époque. Il dit, oui, la lutte, TNA. Puis ça a comme passé comme dans du beurre après. Puis ça a été super bien. Elle avait l'air super stiff, super bête au début, mais on dirait que la lutte, ça fait sourire les gens. Oui, et puis quand il m'a demandé pourquoi j'avais les morceaux, je dis, regarde, j'ai ma facture, je reste sur la Rive-Nord, puis je ramène le kit, puis on n'a pas eu de problème du tout. On a eu plus de peur que de mal. Ben, ça nous a permis de voir de la Simmania là-bas, la faire goûter aux boys, en prendre une avec notre boss Dan Rail. On n'a pas eu la chance de faire ça en 2 ans. Ça nous a permis de lui parler que le pre-show n'était pas en français sur Fight. C'est ça. Puis il voulait remédier à ça pour le prochain. Donc, notre prochain, c'est Hard to Kill à Atlanta le 13 janvier 2023. Vendredi 13. J'invite les auditeurs à suivre la page Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs. Des concours à venir pour nous aider à continuer l'aventure sur place. Je donne pas plus de détails. Vous allez pouvoir le suivre sur la page. Puis, ça ressemble à ça. Mon Blondin... c'est super. Puis écoute, dans 2 semaines, tu vas être de retour ici en studio. Nous aurons des épisodes intéressants. Merci beaucoup, Ansem, et bonne fin de journée. Ça fait plaisir, Blondin. Puis salut, Pierre, la légende de l'Épiphanie. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment sur quel est le meilleur combat que tu as vu. Ton meilleur combat à vie. Et on a quelques invités, j'en ai parlé tantôt, et on va écouter, comme on dit communément, back-à-back, un après l'autre, Chase Ironside, qui était à Simmania 1, et Philippe Leclerc, qui est un professeur, mais qui a déjà, travaillé en arrière-scène et qui est un fan de lutte. On les écoute tous les deux. Quel est ton meilleur combat à vie? Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Chase Ironside, celui qui a fait bonne impression avec un retour à Simmania 1 récemment, après 18 ans d'absence. Chase, encore une fois, bienvenue sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Bien, merci beaucoup. Chase, la question se pose, un combat qui t'a marqué, que tu peux dire, ça, c'est mon meilleur combat et pourquoi?
OK. Alors, je crois que je vais te surprendre un petit peu parce que c'est pas vraiment le combat lui-même qui m'a marqué. C'est ce qui s'est passé quand même dans le combat, mais vers la fin et après le combat. Je pense que ce qui s'est passé a changé littéralement la lutte. Okay. Et si je te dis WCW Bash at the Beach, le 7 juillet 1996. Ouais. J'imagine quand Hogan sort en jaune et rouge. Et voilà, effectivement. Fait que le combat, c'était Sting avec Randy Macho Man Savage. Exact. Et Lex Luger. Ouais. Contre les Outsiders et un partenaire mystère. Et le combat était correct en tant que tel, mais un coup qu'ils ont sorti Lex Luger en civière et que les Outsiders, qui étaient Kevin Nash et Scott Hall, ont eu le dessus sur Macho Man, le partenaire mystère rentre, c'est Hulk Hogan en jaune et rouge, le Hulkamania. La foule est en délire et il fait son entrée. Attends un petit peu. Ouais. The fool is in the liar. Okay. Oh. Exact. Et il fait son entrée. Et bien, il turn heel. Il turn mauvais. Oui, et écoute, la foule était complètement bouche bée. Et je dois dire, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'avais la bouche complètement ouverte. J'en revenais pas de ce que je voyais là parce que, tu sais, Hulk Hogan, c'était le meilleur, le gentil, ouais. le gros babyface. Et, écoute, il turn puis il fait sa leg drop sur Macho Man Randy Savage. Après ça, il y a eu l'entrevue avec les Outsiders. Puis là, c'était de voir tout le monde lancer un paquet de choses dans le ring. C'est vrai. C'était incroyable. Puis moi, à cette époque-là, pas longtemps après, j'avais commencé à faire de la lutte. Puis c'est un peu ça qui m'a comme allumé, parce que moi, j'étudiais en cinéma à cette époque-là. Et je faisais aussi de l'improvisation. Et ça allait être mon domaine, si tu veux, de travail. Et quand j'ai vu ça a comme ouvert une porte dans ma tête. Puis ça a fait, non. Ça c'est vraiment excellent, là. Bash at the Beach, le turn heel de Hulk Hogan, qui par la suite, c'est devenu la NWO. Oui, exactement. Puis je dois dire aussi, j'ai lu un article dernièrement là-dessus. Et Hulk Hogan était très réticent de changer méchant. Ah oui? Oui. Moi, j'écoute les podcasts de Eric Bischoff, 83 Weeks, là, puis écoute, là, il en parle de ça, là, ça a été long à le convaincre, puis qu'ils prennent la décision de le faire, là, ça n'a pas été facile. Non, puis ça l'a relancé sa carrière, honnêtement. Ouais. Puis pour nous, les lutteurs, ça l'a changé beaucoup parce que à cette époque-là, les méchants faisaient pas autant d'argent que les bons, côté marchandises et tout. Mais c'est vrai que ça a changé. Oui, exactement. Là, écoute, je vous dirais que c'est pas mal légal les deux, sinon les méchants font plus d'argent probablement que les bons. Exact. Mais à cette époque-là, là, lui, il était très réticent pour ça aussi et ses enfants, entre autres. Puis un coup que ça s'est fait, là, écoute, ça a changé beaucoup de choses. Là. Chase Ironside, merci énormément d'avoir participé et de nous avoir amené ton combat qui t'a marqué. Puis on va se reparler bientôt, mon ami. Ben, ça me fait plaisir, mon cher Marc. À bientôt. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Phil Leclerc, qu'on a eu comme invité il y a quelques semaines pour parler de Simmania. Vu que tu es là, on voulait te demander le combat que tu as aimé, qui t'a le plus marqué de ce que tu as vu, c'est lequel? C'est une très bonne question. J'ai écouté la première partie et il y a eu plusieurs combats qui auraient été peut-être mon choix. Tout le monde parle de Macho Man, Ricky Steamboat. Moi, je vous amène en 1996, WrestleMania 12, Shawn Michaels contre Bret Hart. Je pouvais pas aller ailleurs qu'un match de Shawn Michaels. Pour moi, Shawn Michaels a été mon idole pendant plusieurs années. En contexte, moi, j'ai 18 ans à peu près à cette époque-là. Ça fait une dizaine d'années que je suis fanatique de lutte. Puis,
Shawn Michaels, comme lutteur en équipe avec les Rockers, me laissait plutôt indifférent. Mais quand il a passé Marty Jannetty à travers la vitrine du barbershop, c'est devenu l'idole. Ça représentait toute l'antithèse de ce que j'étais pas comme personne, c'est-à-dire beau, sexy, du succès avec les dames, l'arrogance. Et j'ai aimé tout de suite ce lutteur-là. En 1900, ce combat-là de WrestleMania 12 va commencer à être préparé 1 an et demi d'avance à Royal Rumble 1995. Je me souviens, Shawn Michaels pige le numéro 1. Ça s'était jamais vu qu'un lutteur pige le numéro 1 au Rumble et l'emporte. Et il avait gagné le Rumble en éliminant le British Bulldog. Il méritait donc sa chance à WrestleMania 11 contre son ancien partenaire Diesel. Ouais. Et il n'avait pas gagné. Donc Diesel l'avait emporté lors de ce combat-là. Puis l'année 95 pour Shawn Michaels, c'est une année où par la suite il a remporté le titre intercontinental et est arrivé ce fameux incident vers l'automne 95 dans un bar à Syracuse. Shawn Michaels s'est fait sacrer une volée par des Marines. L'histoire du pas 1, 9, 10, il y a peut-être une histoire de drogue, en tout cas, bref. Il s'est fait sacrer une volée et il a dû remettre la ceinture. Et moi, je me souviens que ça m'avait vraiment choqué. J'étais très peiné. Et là, la semaine d'après, la WWF avait produit une vidéo avec une musique mélancolique qui s'appelait « Tell Me a Lie », qui nous laissait présager que Shawn Michaels avait lutté son dernier combat. Et là, j'étais dévasté. Je me souviens que j'avais enregistré ce Raw, je réécoutais, j'étais triste. Finalement, il est revenu quelques semaines plus tard et il s'est repointé au Royal Rumble 96 pour remporter une deuxième fois le Rumble et la chance à WrestleMania 12. Et là, WrestleMania 12, c'est contre Bret Hart, 2 lutteurs que j'apprécie, mais dans ce cas-ci, je suis vraiment du côté de Shawn Michaels. Et c'est pas n'importe quel combat, c'est un combat Iron Man. Ouais. C'est la première fois que la WWF diffusait un combat de 1 heure avec le plus de chutes qui gagnait le match en 1 heure. Et je me souviens, j'avais commandé l'événement en direct, puis j'avais écouté ça. Puis j'ai pas revu dans les dernières années ce combat. J'ai peur de détruire mon souvenir du vraiment meilleur combat que j'ai vu de ma vie. Moi, je te dirais, réécoute-le, tu seras pas déçu. Je me souviens que les gars avaient lutté la première partie du match plutôt tranquillement parce qu'ils devaient un peu ménager leur énergie pour la suite, puis que la finale avait été incroyable. C'est arrivé à 60 minutes, le sharpshooter dans les dernières 30 secondes de Bret Hart, la cloche sonne, il est certain qu'il a gagné. Il s'en retourne vers le vestiaire et là, évidemment, le match n'est pas terminé. The Fiend qui nous annonce son fameux « Therefore this match must continue ». Et là, Bret Hart est forcé de revenir au ring et finalement, à peu près 1 minute ou 2 après, Shawn Michaels l'emporte. The boyhood dream has come true. Voilà. Et là, je me souviens d'avoir vécu un moment d'extase. Puis, c'est une victoire qui est marquante dans ma vie parce que c'était 1996, c'est la dernière année avant que je m'intéresse à la lutte de son point de vue moins kayfabe. J'ai commencé par, après ce match-là, à acheter des magazines où il racontait des histoires de coulisses. C'est quelques mois plus tard, All Nash Kit pour la WCW. Donc, j'avais toutes ces informations-là. L'année d'après, pour moi, c'est la première consultation de site Internet sur la lutte. J'en ai appris sur les coulisses. Puis la magie est un peu disparue. Mais lors de cette soirée-là, de mars 1996, c'était magique pour moi. C'était comme un des plus grands moments de ma vie à ce temps-là. J'avais pas encore connu beaucoup les filles, fait que c'est pour ça que j'avais trippé autant sur ce match de lutte. Puis je me prends bien de le revoir avec un œil un peu plus connaisseur là, pour bientôt. Écoute, de la façon dont tu nous en as parlé, moi j'ai le goût de tout lâcher et aller l'écouter. Non, j'écoute ça ce soir, c'est sûr. C'est sûr. Phil Leclerc, merci beaucoup de participation au Soyez-y, mesdames, messieurs. C'était très bien fait, mon ami. Ben, merci, puis à une prochaine participation peut-être. Sûrement. Oui. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Quel est ton meilleur combat à vie
que tu as vu à la télé, que tu as vu live. On a plusieurs invités cette semaine. Les deux prochains, ben, si je vous dis Ben Cossette, vous le savez, c'est qui. Et le second, ben, dans ce segment-là, ça sera Jean-François Racette, un gars impliqué dans la lutte qui lutte toujours. Alors, on les écoute. Cossette, Racette. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, pour le meilleur combat à vie qu'il a vu, soit live, soit à TV, soit n'importe où sur YouTube. Ben Cossette de RDS, de All Elite Wrestling. Mon ami Ben, comment vas-tu? Ça va bien, mon petit Marco. Très content d'être là pour cet épisode. Et je dois te dire que tu m'as fait travailler dans mes souvenirs pour trouver mon combat favori. Écoute, tout le monde dit ça parce que si tu demandes 4-5 combats, c'est facile. Mais dans définir un, j'ai hâte de t'entendre. Quel est le combat? Et là, il faut s'en tenir à un. Là. Je donne pas des suggestions pour qu'on reste vraiment juste... Non. OK, parfait. Attends un petit peu, je vais me barrer ça sur une feuille. Mysterio, Guerrero, Halloween Havoc, éliminé. Hogan Warrior, c'est éliminé. On y va. Mon choix numéro 1, j'y vais avec le recul, avec le Benoît d'aujourd'hui qui regarde la lutte de façon nostalgique aussi et qui apprécie plus ce spectacle-là, étant plus vieux. Je retourne, Marc, à tes belles années, en 1989, du côté de la NWA, plus précisément, au gala Chi-Town Rumble ou Chi-Town Rumble là, de la NWA, Ric Flair contre Ricky Steamboat. Combat 1 contre 1, environ d'une durée d'environ 45 minutes. C'était le retour de Steamboat pour, je sais pas, un historien, là, mais à peu près après son départ pour la WWF, vers 84-85, il a fait le WrestleMania 1 et tout ça, puis on l'a connu avec Macho Man à WrestleMania 3. Et là, il était de retour dans le giron de la famille Crockett à la NWA. Donc, pour Chi-Town Rumble 1989, combat de championnat, Ric Flair qui est le champion, le méchant, on connaît le Ric Flair, le richissime, qui arrive avec ses limousines et tout ça. Et là, Ricky Steamboat, qui était de retour, qui était dépeint comme l'homme de famille et tout ça, qui était présenté sous cet angle-là, sans aucun doute, l'une des meilleures rivalités, Marc, de l'histoire de la lutte. Ric Flair, le méchant en chair et en os, Ricky Steamboat qui ne peut pas être plus gentil que ça. Et les deux étaient au sommet, au top de leur forme. J'ai tout aimé de ce combat-là, de A à Z. 45 minutes de pur bonheur, une clinique de lutte et le rythme, Marc, le rythme du combat. Je le regarde encore avec des yeux d'aujourd'hui. On pourrait présenter ce combat-là. C'est un combat d'un âge d'à peu près un petit peu plus de 30 ans. Et ça serait encore comparable à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Là. Mais 45 minutes, Ben, imagines-tu? Il n'y en a plus de combat de 45 minutes? Ben, il y en a de moins en moins, mais c'est un 45 minutes avec un rythme soutenu. Et ce que j'ai remarqué aussi dans le combat, c'était le cardio de Flair et Steamboat qui n'ont pas de l'air fatigués du tout. Et c'était des échanges d'athémie dans le ring, en l'extérieur du ring. La vitesse d'exécution de Flair, pour ceux qui connaissent Ric Flair, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, on a toujours l'image de Ric Flair en fin de carrière. Mais Ric Flair, à son sommet en 1989, je m'excuse, il est dur à battre. Et un Steamboat aussi, probablement le lutteur le plus sous-estimé de l'histoire de la lutte. Les deux au sommet, avec la chimie qu'ils avaient les deux, je vous le dis, c'est un combat à voir. Allez voir ça, il y a une rivalité dans cette année-là. C'est le premier de 3 combats entre les deux. Et les 3 combats, c'est des classiques. Mais moi, mon préféré, il y en a beaucoup qui s'astinent avec est-ce que c'est leur duel à Wrestle War 89. Moi, c'est vraiment celui-là à Chi-Town Rumble de la NWA en 1989. Et fait cocasse, c'est probablement l'un des rares combats où j'ai vu Ric Flair réussir sa montée sur le 3e câble. Tu sais, qui montait toujours avec la projection. Marc, qui là, faisait son backflip, courait aux abords du ring, montait sur le 3e câble, puis il se faisait toujours prendre pour un power slam pour se faire envoyer dans le ring. Et là, il l'a réussi. Il a sauté avec un saut en croix sur Ricky Steamboat, mais je pense juste pour ça, ça méritait la première place. Là. Je suis certaine. Je l'ai jamais vu. Par après, c'est ça. Moi, tu me fais découvrir de quoi je ne connaissais pas ce combat-là. Et dès que j'ai 1 heure de libre dans mon horaire, j'imagine que je vais sur YouTube me le trouver. Oui.
Exactement, YouTube, disponible aussi sur, bien sûr, si vous avez le WWE Network, c'est disponible. YouTube, Dailymotion, d'après moi, sur toutes les plateformes. Vous le tapez sur Google, vous allez pouvoir le trouver. Et vraiment, c'est vraiment la définition quand vous regardez un combat, de dire la psychologie du combat entre un bon, un méchant. Tout est, regarde, j'en parle, j'ai quasiment l'air malade. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Tu vas pleurer, Marc. Bon, écoute, moi, je me mouche, mais c'est pas j'ai le rhume. Fait que... Oui, le fameux rhume des fois. On a les deux, les boîtes de Kleenex proches. Benoît Cossette, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce combat-là. Ricky the Dragon Steamboat, Ric Flair. Quelle année encore? 1989, combat de championnat du monde. Chi-Town Rumble, je ne sais pas si je le dis comme il faut. C'est-tu Chi-Town, She-Town? En tout cas, c'était à Chicago, fait que c'est peut-être She-Town. En bref, vous allez le trouver. Puis vous allez rire de moi si c'est pas la bonne prononciation. C'est le même prix. Hein? Exactement. Benoît Cossette, toujours un plaisir de te parler. Ton énergie, toujours débordante. Et merci d'avoir participé au podcast sur le meilleur combat selon nos invités. Merci, Ben. Merci à toi. Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, comment on pourrait dire ça? Un monstre à deux têtes. Jean-François Racette et aussi Jeff Racette. Je ne sais pas s'ils vont avoir les deux le même combat. On a parlé à plusieurs personnalités du monde de la lutte et on leur a demandé s'il y avait un combat que tu peux nous dire qui t'a marqué, un seul, ça serait lequel? Soit que tu as assisté, soit que tu as vu à la télé. C'est quel combat? Et M. Racette m'a écrit puis il m'a dit « Ah, puis je pense que le mien, personne d'autre va l'avoir choisi. » Et je dois te dire qu'à date, personne n'a choisi le même combat que les autres. Fait que j'ai hâte de voir ça. Comment ça va d'abord? Ça va très bien, toi? Oui, la santé se replace après des moments difficiles. Exactement, tout va bien là en ce moment. Ah, c'est bon. Alors, M. Racette, de même, je suis sûr de ne pas me tromper en disant M. Racette, c'est quoi le combat pour toi? Mon combat préféré de tous les temps, là, c'est un combat d'échelle à SummerSlam 1998 qui était entre Triple H et The Rock. C'est deux de mes lutteurs préférés. Triple H, je ne me cacherai pas. C'est mon lutteur préféré de tous les temps. Il était dans un combat d'échelle. Puis aujourd'hui, quand on voit des combats d'échelle, c'est souvent des combats de spot puis des affaires de fou un peu. Mais eux ont vraiment. Exactement. Tandis qu'eux se sont vraiment servis de l'échelle comme un accessoire. Puis ils ont conté une histoire avec cet accessoire-là. Puis moi, c'est le combat qui m'a fait vraiment aimer ces deux personnages-là. Là. On parle de quand à peu près, ce combat-là? C'était en 1998, à l'époque où The Rock était encore The Rock Rocky Maivia, avant qu'il devienne vraiment hyper populaire. Puis c'était Triple H était dans D-Generation X. T'es le seul qui a choisi un combat avec accessoires. Et pourquoi que ce combat-là t'a marqué? Ben, à part du fait que c'était deux de tes lutteurs préférés. Ben, à cette époque-là, ça ne l'était pas encore, mais je pense que c'est ce combat-là qui a fait que qui m'a fait allumer pourquoi que j'aimais autant Triple H sans m'en rendre compte. C'est que la façon de compter l'histoire, un match d'échelle, ça aurait pu facilement être un combat de spot, comme je disais. Mais eux, ils ont vraiment compté de quoi. Il y avait aussi les rivalités dans ce temps-là qui étaient vraiment fortes avec DX puis la Nation de Domination. Puis tu sais, il y avait du monde de la Nation de Domination qui avait intervenu dans le combat. China, qui était avec Triple H à l'époque, s'était mêlé du combat puis de la fin du combat. Puis la lutte, je ne me cacherai pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires puis comment c'est raconté. Puis ce match-là, c'est un match qui m'a accroché vraiment. Là. Et est-ce que c'est un combat que ça arrive que tu regardes à nouveau? Oui, j'aime ça le reprendre. Puis avec le network maintenant, c'est ce qui est le fun de pouvoir aller revisionner ces combats-là. On dirait que j'ai de la misère à oublier cette époque-là de la lutte, dans le sens que je reviens tout le temps à voir ce qui se faisait là. Parce que je trouve que c'était la meilleure époque de lutte, là, 98 à 2002 maintenant. Et le fait que tu me parles de Triple H, tu dois être un fan de lutte heureux qu'il ait repris
les guides un peu de la WWE? C'est sûr que c'est encore tôt, là. On voit pas encore tout à fait son empreinte, mais il y a des petits détails niaiseux comme à Raw lundi soir que les arrivées en limousine à l'Arena, c'était classique dans l'attitude des Raw, mais là, hop, ça revient un petit peu. Fait que, il va peut-être ramener une touche qui va ramener la lutte peut-être un peu plus en avant-plan. Puis ça, ben, quand tu aimes Triple H, ben, tu crois en lui, là. Ah, c'est sûr. En tout cas, Et toi, à titre de lutteur, un combat avec accessoires, tu vois ça comment de ton côté à toi? Ben, quand que je lutte, j'essaie d'agir un peu de la même façon. L'accessoire, c'est juste pour ajouter un petit plus au combat. J'ai jamais été un fanatique des combats qui ressemblent à des spectacles du Cirque du Soleil. Fait que puis je peux donner un exemple. En 2021, j'ai fait un combat avec Kevin Beru. Puis c'était vraiment important pour moi que ça ressemble à un combat de cette époque-là. Puis j'avais justement, juste avant de faire ce combat-là, j'avais regardé le match avec Triple H puis The Rock pour me remettre dedans, pour me redonner des idées, voir comment il avait travaillé. Donc, ce combat-là te sert encore aujourd'hui à cause de l'histoire et à cause de tout ça. Et ce qui en fait que c'est le combat qui t'a marqué. Ouais, exactement. Ben, écoute, super. Merci beaucoup d'avoir donné ton grain de sel et puis on va voir avec les autres personnalités. Mais à date, c'est vraiment le fun. On est rendu à près d'une dizaine d'entrevues, puis personne n'a choisi le même combat. Fait que c'est vraiment le fun d'aller voir les différences. Monsieur Racette, c'est un plaisir de vous avoir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs de Sim. Un gros merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Ça fait plaisir. Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Mesdames, messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. On est tous unanimes que de choisir un seul combat qui nous a marqué, qu'on a vraiment aimé. C'est pas évident. Nos invités de cette semaine ont fait le boulot, ont réussi à choisir ce combat-là. Et les deux derniers invités qu'on a, c'est Lufisto, une légende de la lutte féminine. J'ai bien hâte d'entendre son choix. Et mon ami de la Belgique, parce que nous sommes international, Laurent Del Prato, qui était un promoteur de lutte et qui est devenu un ami au fil des années. Alors, on va écouter quel est leur choix et pourquoi le meilleur combat à vie. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Lufisto. Tous ceux qui écoutent le podcast, lorsqu'on dit Lufisto, ils savent de qui on parle. J'ai demandé à plusieurs personnalités du monde de la lutte quel combat, s'il y avait à nous dire un combat qui les a marqués. Il y en a plusieurs qui me disent « Ah, moi, j'en ai 2, 3. » Non. Un combat que tu as vu à la télé, que tu as vu live. Quel est le combat que Lufisto placerait au top de sa liste? C'est peut-être impressionnant, mais c'est pas un combat féminin. Un combat qui est important dans ma carrière, ça a toujours été Bull Nakano contre Alundra Blaze parce que c'est là que j'ai découvert la lutte japonaise qui a fait du late lutteuse. Mais le combat pour moi, quand je veux me ressourcer, quand des fois je me dis maudit que je suis tannée de la lutte, mais il faut que je me rappelle pourquoi je fais ça, c'est Bret contre Owen à WrestleMania 10. Ah ouais. J'adore ce combat-là, la façon qu'ils ont été montés, l'animosité qu'il y a entre les deux, le frère contre frère, toute l'histoire qui avait été montée, qui a mené à ce combat-là. Puis les deux sont tellement d'excellents lutteurs techniques. Tu vois des prises là-dedans que, tu sais, j'ai tout le temps eu l'impression qu'Owen était en avant de son temps. Puis ce combat-là le démontre aussi. Puis vraiment, c'est le combat que j'ai besoin d'inspiration ou juste pour me rappeler pourquoi tu fais de la lutte. Moi, c'est celui-là que je retourne puis je me tanne jamais de le regarder.
Donc, tu l'as regardé à quelques reprises. Pas mal souvent. Ah oui, ah oui. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est, tu sais, il y a des lutteurs qui ont participé à cet exercice-là. Il y a des animateurs et il n'y a personne, je n'ai pas deux personnes à date qui ont choisi le même combat. Fait que, tu sais, selon chaque individu, puis on s'entend, il y en a eu des combats, on en a vu, tu sais, dans les décennies, puis il n'y en a pas un. C'est vraiment spécial d'entendre les gens, ce que le combat veut dire. Toi, tu sais, d'aller te ressourcer, tu en as besoin, tu te poses des questions à un moment donné, oups, et ça te recharge un peu, ça recharge la batterie. Oui, pas mal. Tu sais que la lutte, ce qui est important, puis ça m'étonne pas que tu me dises ça, que les gens ont tout un combat différent. La lutte, c'est pas le combat lui-même qui fait que c'est spécial. C'est pas les moves, c'est pas... Oui, tu sais, quand t'es là, le monde, quel beau move, là, ça capote, mais la lutte, c'est des moments. C'est qu'est-ce que ça te fait vivre comme... Tu sais, les émotions qui sortent quand tu regardes ce match-là. Fait que c'est pour ça, pour chaque personne, je pense que c'est différent. Puis, moi, c'est ça, la façon que ça avait été monté, ce match-là, puis que très lentement que Brett rentre dans Owen, puis là, il perd. C'est le seul membre de sa famille qui se fait éliminer dans un Survivor Series, puis Owen veut se battre, puis Brett veut pas. Puis, à la fin, c'est Owen qui gagne en plus. Puis, la même soirée, un peu plus loin, Brett va gagner le championnat. Donc, Owen a battu Brett dans sa meilleure journée. Donc, c'est tellement d'émotions, puis c'est vraiment, moi je dis toujours que la lutte, c'est comme une montagne russe d'émotions, et c'est ce qu'il faut que tu fasses vivre à ton public. Ouais. Parce que c'est bien beau faire 10 000 flips, le lendemain, ils vont les avoir oubliés, ils vont juste se souvenir, c'était un bon combat. Mais si tu les as fait vivre quelque chose de spécial, là, tu vas t'en souvenir pour toujours. Parce que quand tu parles d'émotions en montagne russe, ça veut aussi dire leur conter une histoire. Exactement. Hein? L'émotion et le mot histoire ensemble, là, ça fait que c'est mémorable. Lufisto, merci beaucoup de ta présence sur le podcast. On se redonne des nouvelles bientôt. Fait que un gros merci. Merci. Alors, mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, mon ami de la Belgique, que je n'ai pas vu depuis plus de 3 ans, Laurent Del Prato. Monsieur Del Prato, comment allez-vous? Salut Marc, ça va très bien, je suis très content de t'entendre, ça fait vraiment plaisir, ça fait un bout de temps effectivement, là maintenant un peu plus de 3 ans. Oui, le mariage, ça fait 3 ans il y a quelques semaines, donc tu étais là et j'ai la preuve encore sur mon pavé devant la maison. Il m'a bien fallu 3 ans pour m'en remettre d'ailleurs. Dis-moi Laurent, on a posé à plusieurs personnalités du monde de la lutte et du catch. Et comme toi, tu es une personnalité, puisque je parle de toi dans mon livre, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. On voulait savoir, pour Laurent Del Prato, quel est le combat qui l'a le plus marqué? Un seul. Ouais, c'est bien ça, toute la difficulté. Un seul, ça a été vraiment très difficile. Mais il y en a un qui m'a vraiment bien marqué. C'est le combat entre Bret Hart et le British Bulldog au SummerSlam 92 à Wembley, en Angleterre. OK. Quelle année? 92, 92 pour la Belgique, 92 pour vous. OK. Et pourquoi ce combat-là t'a marqué? Ben, je pense qu'il y avait tout à fait une atmosphère bien particulière. Est-ce que tu y étais? Non, j'y étais pas. Okay. J'avais, je pense, 17 ans, mais à cette époque-là, c'était pas aussi facile pour se déplacer, Internet et compagnie. Donc non, j'y étais pas, mais je l'ai vu une centaine de fois sur mon écran. Combien de fois? Je pense une centaine. Pour le vrai? Tu as regardé un combat une centaine de fois? Ouais. Ben, ça ne devait pas être facile de trouver le combat qui t'a le plus marqué. Ben, il y en a d'autres. Dans le genre, il y en a d'autres. Mais voilà, celui-là est particulier parce que je pense que c'est un combat où il y avait 2 grandes stars, dont Bret Hart, qui était la star de la lutte mondiale,
et le British Bulldog qui était la star de la lutte anglaise. Et tout ça avait lieu dans un stade en Angleterre, ce qui donnait une atmosphère tout à fait particulière. C'était impressionnant de voir 80 000 personnes derrière un seul gars. Et oui, l'atmosphère du match, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il y avait un genre de rencontre de soccer, de football à l'anglaise. OK. Je pense que c'est vraiment l'atmosphère du match qui m'a vraiment marqué dans ma vie de fan. La foule au Wembley Stadium était derrière lequel des deux? Ben, derrière le British Bulldog, qui était, on va dire, le local de l'étape. Malgré l'aura de Bret Hart. Oui, malgré l'aura de Bret Hart, on ressent bien la foule qui porte le British Bulldog. Certainement qu'il devait y avoir des gens pour Bret Hart, mais plus derrière leur téléviseur, là, de votre côté. Et dis-moi, qui a gagné ce combat-là? Alors, c'est le British Bulldog. C'était pour le titre intercontinental. OK. Et c'est le British Bulldog qui remporte le match. Tout un combat d'ailleurs. Et est-ce que tu continues aujourd'hui, plusieurs années plus tard, de temps en temps, à aller regarder ton combat à vie? Je dois dire que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, non. Mais au moins, si tu l'as vu une centaine de fois, écoute, c'est sûr que tu pouvais nous en parler aujourd'hui. Oui, j'exagère peut-être une centaine de fois, mais vraiment beaucoup, ça c'est sûr. Bon. Écoute, Laurent, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, j'ai hâte de te reparler. Ben, merci à toi, Marc. Oui, à bientôt, c'est un plaisir. Et j'espère que tout se passe bien de ton côté. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Alors voilà qui termine la deuxième partie sur la thématique « Quel est ton meilleur combat à vie ?» Et écoutez, les prochaines semaines, pas mal fiers des épisodes à venir. La semaine prochaine, on a un épisode, le numéro 84, qui s'intitule « En profondeur avec PCO ». Écoutez, PCO, on l'a souvent comme invité sur le CIM, souvent, à plusieurs reprises, mais on n'avait jamais pris le temps, j'avais jamais pris le temps d'aller en profondeur, comme le titre de l'épisode le dit, et parler là, de sa carrière des 5 dernières années, qui l'a propulsé vraiment haut dans la sphère de la lutte. Alors ça, c'est la semaine prochaine, et attention, pour l'Halloween, le 31 octobre, donc l'épisode numéro 85, ça m'a fait penser à l'Undertaker. Pour moi, l'Halloween, c'est tout ce qui est d'outre-monde, le côté noir, les machines à fumer, tout ça. Alors, ça m'a fait penser, pourquoi pas faire un épisode avec plein d'invités, dont un fan que j'ai choisi sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, qui va nous donner son idée, et plein d'autres invités pour le 31 octobre, l'Halloween, épisode spécial sur le Undertaker. Sur ce, merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine et je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs!